Privet, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'exploration de la Sibérie. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour soutenir mon travail, c'est parti. Alors la Sibérie pour vous, ça se limite peut-être à des ours sauvages, un climat impitoyable ou encore des contrées où le soleil ne se lève jamais. Il y a un peu de vrai dans ces affirmations, mais ce n'est pas le cas partout, ni tout le temps. D'ailleurs, des millions de personnes peuplent la Sibérie et y vivent très bien, mais avant cela, encore a-t-il fallu l'explorer, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La Sibérie est un territoire immense qui représente 13,1 millions de kilomètres carrés, soit 77% du territoire russe. Et pourtant, 77% de la population russe vit à l'ouest, soit ailleurs qu'en Sibérie. Aujourd'hui, la Sibérie est peuplée par 33 millions d'habitants, soit à peu près la moitié de la population française. Et pourtant, cela ne représente que 3 habitants au kilomètre carré, tant le territoire est immense. Bon, il ne s'agit pas d'un cours de géographie, mais il faut bien que je vous rappelle ces quelques données pour comprendre que l'exploration de la Sibérie ne s'est pas faite en un jour. Géographiquement, il faut savoir que la séparation entre la partie orientale et la partie occidentale de la Russie est matérialisée par la chaîne de montagnes de l'Oural. Et pour chasser certaines idées reçues, il faut savoir que malgré des conditions climatiques parfois extrêmes en Sibérie, certains peuples ont réussi à la peupler il y a déjà plusieurs milliers d'années. En effet, de nombreux vestiges datant du néolithique, entre 6000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, attestent d'une présence humaine en Sibérie autour des Grands Lacs. Parmi eux, il y a des peuples de chasseurs-cueilleurs, mais aussi des peuples ayant choisi l'agriculture et l'élevage comme moyen de subsistance. Bien longtemps après, en 882 après Jésus-Christ, Oleg le Sage fonde la Rus de Kiev, le berceau de l'actuelle Russie, Biélorussie et Ukraine. D'ailleurs, si vous voulez tout connaître sur cette période, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. En 1136, la Rus de Kiev s'affaiblit. La ville de Novgorod, très riche, en profite pour prendre son indépendance et devient une république, la République de Novgorod. Celle-ci commence alors l'exploration des terres immenses à l'est, la Sibérie, à la recherche de nouvelles terres à cultiver, mais aussi d'opportunités économiques comme le commerce de fourrure. Ils parviennent jusqu'à la mer de Kara et à longer le fleuve Ob. Mais depuis le XIVe siècle, la République de Novgorod est dans le viseur de plusieurs entités, dont la principauté de Moscou. Cette dernière a même fini par absorber la République de Novgorod suite à plusieurs batailles, la dernière se soldant par la capture de la citadelle de Novgorod en 1471. Le 9 mai 1483, des troupes sont envoyées jusqu'à la rivière Ob. Au total, ce sont 1499 soldats qui sont envoyés pour soumettre les tribus locales. Alors, on peut parler d'exploration de la Sibérie, puisque les Russes ne connaissaient pas, ou du moins très peu, ces territoires, mais il faut reconnaître qu'on peut aussi parler de conquête de la Sibérie, dans la mesure où certains de ces territoires étaient déjà peuplés. D'ailleurs, preuve que jusqu'alors il n'y avait pas ou très peu de contact entre les Russes et les populations autochtones de Sibérie, c'est que ces incursions russes ont apporté de nouvelles maladies qui ont provoqué des épidémies, notamment de variole, qui ont décimé une partie des populations locales. Dans les années 1560, la famille Stroganov, qui était une famille immensément riche et influente grâce au commerce de sel et de fourrure, obtient l'autorisation de cultiver des terres et d'ouvrir des établissements sur la Kama et à l'ouest de l'Oural. Mais régulièrement, ils subissent les attaques des Tatars de Sibérie. En 1572, Ivan IV, dit Ivan le Terrible, leur donne alors l'autorisation de lever une armée de Cosaques, c'est-à-dire de mercenaires, pour se défendre. 2 ans plus tard seulement, en 1574, le tsar leur donne l'autorisation d'exploiter des terres immenses à l'est de l'Oural, sur le bassin de la rivière Tobol. Évidemment, les tribus tatars répondent à cela par de nouvelles attaques. C'est alors que la famille Stroganov obtient l'autorisation de faire des incursions encore plus à l'est, et ainsi de mener une guerre contre les tribus orientales, et en particulier contre le Khan Kouchoum. La famille Stroganov confie alors la direction de ces incursions à un certain Ermak Timofeyevitch, ancien brigand notoire, s'étant mis au service de la famille pour fuir la justice. Il met 3 ans à préparer son expédition, pour laquelle il est parvenu à réunir plusieurs bandes de Cosaques. Au total, ce sont 640 Cosaques, plus 200 hommes qui sont sous ses ordres, tous armés d'arquebuses, de piques, de sabres ou de poignards. En bref, c'est une véritable petite armée miniature. Et qui dit armée, dit bannière, et voici la bannière que brandissait Ermak et son armée lors de son expédition en Sibérie. On y voit un lion, symbole de courage, affrontant une licorne, symbole des territoires couverts d'une forêt très dense. Ils passent par la rivière Kama et ses affluents pour s'enfoncer dans l'Oural, et enfin ils arrivent en Sibérie.
Mais à peine était-il arrivé qu'ils subissent déjà une attaque tatare. Fort heureusement, l'attaque est rapidement repoussée. Les Cosaques progressent, mais plus ils avancent et plus la résistance leur donne du fil à retordre. Néanmoins, plusieurs tribus choisissent de se soumettre aux Russes et de ne plus payer leurs impôts au Khan. Quand vient l'été, Ermak et ses hommes descendent la rivière Toura, puis Tobol. C'est à l'automne qu'ils s'emparent enfin de Sibir, la capitale du Khanat de Sibérie. Kouchoum, le Khan, est forcé de fuir, mais jamais il n'oubliera cet affront. L'année suivante, Ermak dirige une nouvelle expédition. Ils longent l'Ob et atteignent des terres 400 km au nord de Sibir. En 1584, une insurrection générale des tribus sibériennes éclate, menée par le chef Karacha. À cette occasion, des dizaines, voire des centaines de Cosaques sont tués. Il ne reste plus à Ermak que 150 hommes pour maintenir l'ordre. Le Khan Kouchoum y voit alors une opportunité de se venger. Il fait alors courir la rumeur que des marchands venus d'Ouzbékistan sont en approche. L'une des missions de Ermak étant de protéger les marchands qui viennent faire des affaires en Russie, il prend la décision de partir avec 50 hommes à leur recherche. Ne les trouvant pas, il décide de construire un campement sur une petite île de la rivière Irtysh. Kouchoum, fin stratège, décide de l'encercler et d'attaquer. La bataille étant perdue, Ermak se jette à l'eau pour s'enfuir, mais il se noie. Dans son élan, Kouchoum marche en direction de son ancienne capitale, Sibir, qu'il parvient même à reprendre de la main des Cosaques. Mais son bonheur ne sera que de courte durée, puisqu'en 1586, le tsar, craignant de perdre à jamais ses territoires, envoie ses soldats. Ils lancent une offensive de grande envergure qui leur permet de reprendre chaque territoire perdu. La même année, ils fondent la ville de Tioumen et l'année suivante, ils s'emparent à nouveau de Sibir. Kouchoum est à nouveau forcé de fuir devant les Russes, ce qui signera la fin définitive du Khanat de Sibérie. Ermak est encore aujourd'hui considéré comme le grand aventurier et conquérant ayant ouvert la voie vers l'Est. Les tribus locales payent un impôt, le yassak, qui se verse sous forme de fourrure. Ces fourrures étaient ensuite revendues à très bon prix à Moscou ou dans le reste de l'Europe. Attirés par l'appât du gain, de nombreux trappeurs russes affluent en Sibérie. Il faut dire qu'une seule fourrure de renard argenté pouvait permettre de s'acheter une petite ferme à Moscou. Et puisqu'il faut nourrir trappeurs et soldats, de nombreux paysans russes affluent en Sibérie, attirés par la promesse de terres gratuites. Et ainsi de suite, la population augmente, des villes naissent et s'agrandissent. Dans le même temps, la menace des peuples nomades diminue, ce qui accélère encore le développement de la Sibérie. Au fur et à mesure de leur progression, les Russes construisent des forts. Autour de ces forts, des fermiers viennent s'établir. Les fermiers nourrissent les soldats protègent les fermiers. De cette manière, en 80 ans seulement, les Russes parviennent jusqu'au fleuve Amour et la côte de l'océan Pacifique. Cette conquête fulgurante d'un territoire aussi immense que la Sibérie a été grandement facilitée par le fait que les populations tatares n'étaient pas suffisamment fortes pour opposer une réelle résistance. Une partie de l'Extrême-Orient ayant été explorée, les Russes avaient ouvert une nouvelle route commerciale baptisée la route de Sibérie, reliant la Chine à la Russie. Elle partait de Moscou puis passait par plusieurs grandes villes, comme Kazan, Tioumen, Tomsk ou Irkoutsk, puis elle s'achevait à Kiarta, un comptoir commercial à la frontière avec la Mongolie. De là, les commerçants traversaient la Mongolie et enfin, ils atteignaient la Grande Muraille de Chine. Cette route permettait aux Russes d'importer du thé et de la soie, si bien qu'on la surnommait la route du thé et de la soie. Le transport se faisait par caravane ou traîneau tirés par des chevaux, et de fait, la qualité du thé était bien meilleure que celui transporté par la voie maritime, et donc son prix était plus élevé. Cette route fut ensuite remplacée par le transsibérien, reliant Moscou à Vladivostok, et dont la construction a démarré en 1891 avant de s'achever en 1916. Ce chemin de fer stratégique permit notamment aux Russes d'acheminer du matériel et des hommes en nombre et rapidement durant la guerre russo-japonaise de 1905. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, le lien est dans la description. À partir de la construction du transsibérien, je considère qu'on parle plutôt du développement de la Sibérie que de son exploration, et donc ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Cet épisode touche donc à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si ce n'est pas encore fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis paka, salut!